Bien, bonjour à tous. Il est 4 heures, donc je commence pile à l'heure. Merci d'être là. Je m'attendais à avoir une dizaine de personnes connectées. Il y en a 30 qui sont connectées là maintenant. Donc voilà, on est là pour vous. On va essayer de s'amuser pendant 30 ou 40 minutes. J'espère que tout va bien pour vous, pour votre famille, que rester à l'intérieur n'est pas trop dur moralement. Et puis voilà, c'est la fin de la semaine. On est bientôt en week-end. Donc je m'étais dit, on va essayer de faire un petit quiz de certification AWS avec l'aide de mes collègues qui font ça de façon régulière. Merci à ceux que je connais, à mon collègue Alex qui est là, merci à Jérémy, je ne connais pas tous les, tous les nicknames qui sont là. Je viens de vous balancer dans le chat l'adresse pour vous connecter sur le quiz, je la reposte encore une fois, donc c'est myquiz.org avec un seul Z, myquiz.org /i ou /p, je ne sais pas la différence, /i/p, et puis le code c'est surtout ça qui est important, 08 2283. 08 2283. Là on est 16 pour le moment. 17, c'est bien, vous arrivez, 17 sur le quiz et 19 sur le stream. Tiens, on a perdu 10 streamers d'un coup. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour, je m'appelle Sébastien Stormack, je suis dans l'équipe développeur Advocate d'AWS ici en France, et pendant ces temps de confinement, vous me retrouvez souvent sur des blogs, sur YouTube, je vais essayer de faire ce quiz toutes les semaines sur Twitch également, en fonction du feedback que vous allez me donner. N'hésitez pas à poster vos questions dans le chat. J'ai un œil sur le chat, un œil sur le quiz en même temps. Alors le quiz, ça sera quoi ? Ça sera 9 questions. Désolé, je ne suis pas arrivé à 10, 9 questions, qui sont des questions type de certification. Ce ne sont pas des vraies questions de certification, évidemment, je ne peux pas sortir les questions de certification, mais c'est le genre de questions que vous pourriez avoir dans une certification. Alors je sais que certains d'entre vous qui écoutent ou qui regardent sont multi-certifiés, donc ça va peut-être être facile pour vous. Le système myquiz.org donne des points à ceux qui répondent bien, et la vitesse est importante également, si en cas d'égalité, si je sais pas, 3, 4, 5 personnes donnent la bonne réponse en même temps, et bien ça sera celui qui donne la réponse la plus rapidement qui aura le plus de points, et on aura un leaderboard tout au long de la progression. Quel certif je pense, ça ressemble très fort à des questions de type architecte. Il y a des questions un peu réseau, il y a des questions EC2, il y a des questions un peu sur tout. Et je vais prendre le temps de lire les questions avec vous. J'ai laissé 2 minutes pour répondre, comme ça vous avez le temps de le lire et d'y répondre. Et puis surtout, je prendrai le temps après d'expliquer la réponse, d'expliquer pourquoi c'est cette réponse-là qui est bonne, pourquoi les autres sont fausses. Et puis voilà, en fonction de votre feedback, on pourra faire ça toutes les semaines, en tout cas pendant le confinement, et puis on verra après si je continue également. Autre chose, avant de commencer, j'ai laissé les questions en anglais, et c'est fait exprès, c'est pas juste parce que je suis paresseux que j'ai pas envie de les traduire, mais c'est parce que si vous passez l'assertif, l'assertif elle sera en anglais, donc vous aurez les questions en anglais. Donc mon commentaire est en français pour expliquer les questions, mais les questions sont en anglais. Voilà, je vois que vous êtes 25 connectés à attendre, donc on va lancer le jeu, ça va lancer la première question, il y a 2 minutes pour répondre, et puis après on prendra le temps qu'il faut pour expliquer. Je répète, posez vos questions dans le chat. Alors, ça c'est mon écran, vous voyez le chat aussi, vous devriez être sur cet écran-là maintenant, vous avez le code là, 08 2283. Et attention, on y va, première question dans 2 secondes. Backup and Recovery, vous avez une instance EC2 qui tourne une application business et un serveur SQL. How can you protect against data lost in case of an instance failure? Oups, je vais sortir du quiz parce que je me suis trompé sur un truc, je suis désolé. On va corriger ça immédiatement live devant vous. Pour tester, j'avais mis 10 secondes pour réfléchir, et 10 secondes, c'est vraiment pas assez. Désolé, j'ai oublié de changer ça. L'autre, je vais le faire plus court parce que je vais faire des pauses entre les trucs. 10 secondes, c'est vraiment pas assez. Donc, on recommence. Désolé pour ça. Et vous allez devoir vous reconnecter. Donc, c'est toujours la même adresse que je peux
rebalancer ici. Ah bah voilà, vous êtes 26, 27, parfait, on y va alors. Cette fois-ci, donc ça sera la même question évidemment, mais cette fois-ci on aura 2 minutes pour répondre à la question. Pardon pour ça. Donc, votre instance EC2 avec une business app et un SQL Server, comment est-ce que vous vous protectez contre une perte de data sur cette instance? Réponse A, vous utilisez CloudWatch Event pour créer un snapshot EBS toutes les 5 minutes. Réponse B, vous utilisez CloudWatch Event pour créer une machine image toutes les 5 minutes. Ou alors, pour ne pas perdre de données, vous allez sur Amazon RDS en multi-easy. Ou alors, vous stockez les logs de SQL Server sur Amazon S3. 20 bonnes réponses reçues. On a encore 1 minute et demie. Peut-être que 2 minutes c'est trop long. 23 réponses. Et je crois que presque tout le monde a répondu. Hein. On est 26 ou 27 connectés. 27 connectés. Oula, AWS Pro. Je commence à recevoir plus de réponses que de gens connectés, donc je suis certain qu'on est bon. Pendant que le décompte tourne et qu'on va voir la réponse, commençons à réfléchir aux réponses. Et quand vous êtes dans un quiz comme ça, ou quand vous êtes dans des examens de certification, la première chose, c'est d'éliminer les mauvaises réponses. Ici, vous avez 2 fois Amazon CloudWatch Events. Donc, CloudWatch Events, c'est un service qui permet de générer des événements ou de traiter des événements d'infrastructure. Donc, ça peut être un peu vu comme un énorme cron tab dans le cloud. Évidemment, faire un snapshot, c'est pas une bonne idée parce que vous n'avez aucune garantie que le disque est dans un état consistant. Peut-être que la base de données, elle cache des choses en mémoire, donc c'est peut-être pas nécessairement la meilleure chose à faire. Et puis en plus, ça va vous coûter très cher parce qu'un snapshot toutes les 5 minutes, ça va faire beaucoup de snapshots et donc le stockage va coûter cher. Donc on peut éliminer le A, la bonne réponse est 3. On peut éliminer le 2 parce que pour la même raison, hein, une Amazon Machine Image, c'est jamais qu'un snapshot qu'on peut démarrer, donc c'est pas une bonne idée non plus. Stocker les logs de SQL Server dans Amazon S3, je ne sais même pas si c'est possible, il y a peut-être moyen de bidouiller SQL Server, et puis, mais comment va-t-on récupérer les données à partir de ça? Donc la bonne solution évidemment, c'est, et je vais faire pause avant de passer à la question suivante, c'est d'utiliser Amazon RDS en multi-easy, parce que quand on est en multi-easy, nous avons une copie live du file system, de la base de données, dans une autre zone de disponibilité. Et si jamais quelque chose arrive dans votre base de données principale ou sur la zone de disponibilité, automatiquement, on redémarre une base de données dans la zone où on a une copie et vous perdez pas de données. Donc félicitations à DDevPro qui était le plus rapide sur cette réponse-là, à DUF59, Bokar, Ishaida et Fazo. C'est notre leaderboard pour cette première question. Deuxième question, dans une seconde. Sur Amazon EC2, vous voulez donner à vos développeurs des instances temporaires qui se termineraient automatiquement après 24 heures. Comment est-ce que vous pouvez implémenter cela? Première solution, vous ajoutez un tag au moment où vous lancez l'instance qui indique l'heure à laquelle il faut arrêter ces instances. Et puis vous configurez Amazon CloudWatch Event pour terminer ces instances basées sur la valeur qu'a le tag. Deuxième réponse, vous lancez les instances Spot et vous donnez à Spot une heure de fin, une durée plus exactement de 24 heures. Troisième réponse, vous écrivez un user data script qui va se déclencher au moment où l'instance est démarrée, qui attend 24 heures et puis qui appelle la commande shutdown du système d'exploitation. Quatrième réponse, vous configurez AWS Step Function et avec un délai de 24 heures et une tâche EC2 configurée pour terminer l'instance. Je vous laisse réfléchir et lire cela. 26 bonnes réponses, 27 bonnes réponses, c'est peut-être beaucoup dire, mais 27 réponses en tout cas. Cette question est un peu... Pour moi, il n'y a pas de bonne réponse là-dedans. Enfin, il y a des réponses qui sont fausses, et donc par élimination, mais la réponse qui est considérée comme bonne n'est pas nécessairement la plus élégante en matière de la best practice à faire.
Je ne sais pas d'ailleurs quelle serait la best practice à faire pour faire ça, je n'ai pas vraiment réfléchi, mais je vais vous expliquer tout ça dans quelques secondes. Nous sommes 29, j'ai reçu 29 réponses, donc je pense que tout le monde est là. Alors, ajouter un tag, c'est une bonne idée, mais ça ne vous aiderait pas à éteindre l'instance, et CloudWatch Event ne peut pas vous aider à éteindre les instances automatiquement sur base d'un tag, donc A n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse était C. Pourquoi C? Éliminons B également, parce que dans Amazon Spot, on n'a pas la possibilité de donner une duration, un temps, donc on vous élimine B. C'est plausible, c'est effectivement un script qui va démarrer au moment où la machine boot, au premier boot seulement de la machine, et puis ce script, vous devez l'écrire, vous devez trouver un moyen, poser un script, c'est peut-être pas une belle idée, mais vous pourriez imaginer de générer un flag quelque part, et avoir un cron tab qui relance le script toutes les heures, et faire un shutdown. Pourquoi est-ce que ce n'est pas une super bonne réponse? Parce que la réponse parle d'operating system shutdown, donc ce n'est pas vraiment la même chose que ce qui était marqué dans la question, qui était un terminate instance. Avec un shutdown de l'OS, l'instance ne va plus fonctionner, mais vu de la console, elle sera toujours running, et donc vous allez continuer à payer pour cela. Donc c'est pour ça que c'est une question un peu boiteuse. Puis les step functions avec un délai de 24 heures, pourquoi pas. Oui, Jérémy, tu protestes, mais tu as raison. La bonne nouvelle, c'est que les questions de certification sont beaucoup plus testées que celle-ci. Celle-ci, je vous ai dit au début, c'est des fausses questions. Et donc, Jérémy, je suppose que tu avais dit configure step function avec un délai de 24 heures, et puis une aussi to task pour terminer l'instance. Ça se tiendrait aussi. Je ne sais pas pourquoi mes collègues qui ont écrit cette question penseraient que la réponse 3 était bonne. 3 ou 4, à mon avis, étaient valides. Bravo Alex, Bastos qui est deuxième, et Dev Pro. Question réseau, IPv6, vous avez un Amazon VPC avec un subnet public et des subnets privés, et on vous demande d'activer IPv6 dans ce subnet. Quel composant VPC vous pourriez utiliser pour s'assurer que votre instance puisse accéder, vos instances du subnet privé puissent accéder à Internet en IPv6? Alors, vous attachez une Egress Only Internet Gateway au VPC et vous changez l'étape de routage du subnet. Vous activez le Source Destination Check sur le Private Subnet. Vous mettez une NAT Gateway dans un Private Subnet et puis vous changez l'étape de routage, ou alors vous mettez une NAT Gateway dans un Public Subnet et puis vous changez les tables de routage. Jérémy, j'ai bien vu ta réponse, je vais revérifier cette question 2 qui décidément est litigieuse. Cette question-ci est un peu plus réseau. CloudWatch qui trigger une lambda, qui elle shutdown EC2 via le tag. Ouais, ça serait une bonne solution aussi. Lors d'Antoine G, CloudWatch qui trigger une lambda toutes les heures par exemple, et qui fait un describe instance pour lister toutes les instances dans une région avec le tag, et puis sur base du tag, la lambda ferait un shutdown. Ouais, ça serait sympa. Faut voir en matière de coût, parce que si vous appelez la lambda toutes les heures, toutes les heures, ça fait jamais que 24 fois par jour. Je vais regarder le lien après. Merci. Question 3, tout le monde a voté, 28. Soit on a perdu quelqu'un. Est-ce que c'est vraiment souvent utilisé les IPv6? Bonne question, je n'ai pas de données à partager sur ce sujet-là. Ça dépend des pays. Il y a des pays où le déploiement se fait de façon assez étendue, et puis d'autres pays où c'est un peu plus confidentiel, IPv6 pour le moment. Alors, quelles sont les réponses et pourquoi c'est la réponse A qui est la bonne? En général, quand vous avez deux réponses qui ressemblent très fort comme ça, regardez bien la différence d'abord pour comprendre le mot, et puis souvent vous pouvez aller éliminer par là. C'est pas une règle d'or, ne dites pas que je vous ai dit que dès qu'il y a des réponses similaires, vous pouvez systématiquement les éliminer, mais c'est quelque chose à regarder. Pourquoi la NAT Gateway, c'est pas une bonne idée? Parce que NAT Gateway ne fait qu'IPv4. Voilà, ça, il faut le savoir. Alors la C, vous pouvez certainement l'éliminer, parce que mettre la NAT Gateway dans un réseau privé, ça ne sert à rien. La NAT Gateway doit être dans un réseau public. Donc la D avait de l'intérêt, et je comprends les 41%
d'entre vous qui ont répondu D, mais NAT Gateway aujourd'hui ne fait pas IPv6. Source Destination Check, ça ne sert à rien pour IPv6, c'est juste un flag qui dit que l'instance peut faire du routing d'instance. Et Egress Only Internet Gateway, c'est exactement à ça que servent les Egress Only Internet Gateway. Donc Internet Gateway, c'est ce qui permet de communiquer vers l'extérieur à partir d'un VPC. Et l'Egress Only, elle est là pour IPv6 et elle fait que de l'Egress Only, comme le nom l'indique, donc on peut parler en IPv6 à l'extérieur, mais les instances ne vont pas recevoir de connexion entrante. Donc vous pouvez attacher une Egress Only Internet Gateway à un subnet privé et garder ce subnet privé. C'est un peu une espèce de super NAT, sauf qu'il n'y a plus de différence en IPv6 entre privé et public, puisque toutes les adresses sont publiques par défaut. J'espère que le serveur myquiz.org tiendra jusqu'au bout, mais voilà l'explication et voilà pourquoi Egress Only Internet Gateway était la bonne réponse. Leaderboard, Pipsy qui prend la tête en égalité, beaucoup d'égalité, avec DDEF Pro et Alex avec 13 points. Bastos AWS, ouais mais les employés AWS comptent pas, 12 points, et puis Olivier 11e. Question suivante. En optimisation de coûts, votre société tourne des instances Amazon EC2 et qui sont souvent déplacées d'une région à l'autre, d'un type d'instance à l'autre et d'un système d'exploitation à l'autre. Quelle serait l'option de prix qui minimiserait les coûts avec un workload aussi variable, plusieurs operating systems, plusieurs types d'instances et plusieurs régions? Première solution, acheter des reserve instances pour la base qui est toujours allumée. Utiliser EC2 Spotfleet avec plusieurs types d'instances, ça c'est l'option B. Acheter un Compute Saving Plans, option C, ou faire un On-Demand Pricing jusqu'au moment où vous avez un pattern d'usage qui émerge. C'est jamais une mauvaise idée ça, de faire ça. Mais enfin, je ne devrais pas donner d'indices ou de faux indices avant que tout le monde ait répondu. On a 24 réponses pour le moment. Il nous reste 1 minute. Je vous laisse réfléchir pour les derniers. Et puis, on va commencer à éliminer les réponses dès que j'aurai 29 réponses. Et voilà mes 29 réponses. Donc, maintenant que vous avez tous répondu, acheter des reserve instances, ce n'est pas nécessairement une bonne idée parce que les reserve instances sont assez rigides. Une fois que vous avez choisi une famille d'instances ou une région, vous ne pouvez pas changer, en tout cas pas changer facilement. Je sais qu'on peut revendre des reserve instances, etc., mais en tout cas vous ne pouvez pas changer. Je sais que les règles se sont assouplies aussi ces dernières années, depuis l'époque où moi j'ai appris les reserve instances, mais globalement vous ne pouvez pas changer de région, de famille d'instances ou de système d'exploitation. Donc ce n'est pas la bonne réponse dans ce cas de figure-ci. La bonne réponse c'était 3, 2, 1. La réponse C. Pourquoi la C? Parce que la B est fausse également. Avec Spotfleet, ça ne va pas vous aider à économiser. En tout cas, ça dépend des workloads. Tout ne correspond pas et Spotfleet n'aide pas à économiser nécessairement. Spotfleet vous garde une consistance sur votre flotte d'instances Spot qui, elle, permet d'économiser, mais qui ne s'adapte pas à toutes les applications. On-demand pricing until a consistent usage pattern emerge. Oui, il faut faire ça toujours. Avant d'acheter du reserve instance ou un compute saving plans, il faut savoir quel est le baseline sur lequel vous allez vous baser pour faire l'achat en question. Mais la bonne réponse est effectivement le Compute Saving Plans. Donc c'est un nouveau service qui est sorti en novembre l'année passée, donc c'est très récent, qui à la place des reserve instances où vous réserviez de la capacité pour une instance ou une famille d'instances dans une région, avec le Compute Saving Plans, vous vous engagez sur un budget. Vous dites, voilà, j'ai dépensé 100 ou je vais dépenser 1000 par mois, on va vous facturer ce budget que vous l'utilisiez ou pas, donc c'est la même idée que les reserve instances, mais le prix par heure sera nettement plus bas que le prix on-demand équivalent. Et la flexibilité des compute plans, c'est que plusieurs choses.
on va répartir ce budget sur tous vos comptes AWS, s'ils sont liés par AWS Organisation, sur toutes les régions, sur tous les types d'instances EC2 et même sur plusieurs services qui utilisent de l'EC2. Alors évidemment Amazon EC2 lui-même, mais aussi des services comme ECS, EKS qui consomment de l'EC2 en dessous, sans nécessairement que vous le voyez. Et depuis très peu de temps, quelques semaines, Lambda également. Donc Compute Saving Plans vous permet d'économiser sur vos achats de compute, que ce soit EC2 ou Lambda, avec beaucoup plus de flexibilité que les Reserve Instance. Et on a l'habitude à dire maintenant, n'achetez plus de Reserve Instance EC2, c'est toujours là pour des raisons historiques, mais achetez plutôt du Compute Saving Plans. Les économies sont les mêmes, mais avec de la flexibilité en plus. La seule raison encore d'utiliser Reserve Instance aujourd'hui, c'est plutôt RDS, puisque RDS n'est pas encore inclus dans Compute Saving Plans. Ça va peut-être changer dans le futur, mais pour le moment, ça n'en fait pas partie. Bravo Jérémy, qui a pris la tête, suivi d'Olivier et Bart. Amazon Route 53, votre compagnie, votre société a plusieurs instances EC2. Chaque instance a un nom DNS défini dans Route 53 et les utilisateurs disent que les noms DNS ne fonctionnent plus après que vous ayez arrêté et redémarré des instances. Comment pouvez-vous réparer cela? Première solution, vous configurez Route 53 pour utiliser l'instance ID plutôt que l'adresse IP. Vous configurez les instances pour utiliser DHCP au démarrage. Vous allouez des Elastic IP à chaque instance. Et dernière option, option D, vous créez un nouveau nom DNS dans Route 53 chaque fois que vous démarrez une instance. Donc A, B ou C, je vous laisse lire et réfléchir. Il me manque des petits jingles, je devrais avoir un peu de musique. On va réfléchir à ça pour la prochaine fois. 24, 25, encore 2-3 indécis. 26. Alors, quelles sont les réponses qu'on peut éliminer? DHCP, ça ne va pas vous aider beaucoup, puisque DHCP, ça veut dire que votre instance va recevoir une adresse privée au moment du startup. Utiliser les instances ID dans Route 53, ça serait sympa si on pouvait faire ça, mais à ma connaissance, il n'y a pas moyen de mettre une instance ID dans Route 53, c'est juste une adresse IP ou un record de DNS en général, avec toute la panoplie de records de DNS. Créer un nouveau nom à chaque fois qu'on redémarre l'instance, ce n'est pas une très bonne idée non plus. Ça voudrait dire que le nom n'est pas stable et donc la bonne réponse est la réponse C. Utiliser des élastiques IP à chaque et les assigner à chaque instance et mettre ces adresses IP dans le DNS. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous redémarrez une instance avec un stop start dans la console, elle reçoit une nouvelle adresse IP. C'est comme ça que c'est designé. Le cloud ne réutilise pas toujours les mêmes adresses IP. Donc si vous voulez avoir une adresse IP stable pour vos instances EC2, vous allouez une instance avec un service qui s'appelle Elastic IP. Donc là, globalement, on prend une instance du pool Amazon et on la donne pour vous, c'est votre adresse IP, on ne la donnera pas à quelqu'un d'autre. Et puis cette adresse IP, vous pouvez l'attacher à une instance EC2 à l'arrêt ou en cours de fonctionnement, d'où le nom élastique, parce qu'on peut la changer d'une instance à l'autre. Mais de cette façon, votre instance, même si vous l'arrêtez et la redémarrez, elle aura la même adresse IP, et donc cette adresse IP, vous pouvez la balancer dans le DNS. Attention, encore une chose sur les Elastic IP, si vous la réservez et que vous ne l'utilisez pas, on vous la facture à l'heure, parce que c'est une ressource rare, les adresses IPv4, et vous consommez une ressource rare que vous n'utilisez pas, donc on vous la facture. À partir du moment où elle est attachée à une instance EC2 qui fonctionne, pas qui est stoppée, cette adresse IP est gratuite, puisque de toute façon, que ce soit une Elastic IP ou une adresse qu'on vous donne, pour nous, c'est la même chose. On n'évoque pas dans l'énoncé que l'instance est publique, ce qui est un peu confusing, c'est vrai. C'est vrai que... Ok, point taken. Et le test du chat pour Simon, ça fonctionne. On a bien vu le message.
2 minutes sur Amazon SQS. Votre application reçoit des messages via Amazon SQS. Et vous avez 2 types de messages, des messages à haute priorité qui doivent être processed avant des messages à basse priorité. Comment est-ce que vous créeriez? Quelle architecture créeriez-vous pour gérer cela? Première solution, vous créez 2 queues et vous programmez votre application de telle manière à aller d'abord chercher des messages dans la high priority queue, puis si elle est vide, aller chercher des messages dans le low priority queue. Réponse B, vous ajoutez un attribut priorité sur vos messages et quand votre application interroge la queue, vous demandez de retrouver les messages à haute priorité basés sur cet attribut. Troisième possibilité, vous taguez les messages avec la priorité et vous demandez à SQS d'obtenir les messages basés sur la valeur de ce tag. Ou dernière réponse, quand votre application appelle SQS, elle donne les 2 noms de queue. En donnant d'abord le nom de la queue High Priority et puis le nom de la queue Low Priority, de manière à ce qu'SQS vous retourne les messages en haute priorité d'abord. Et on a presque tout le monde qui est là, et je crois qu'on a tout le monde qui est là. 28 réponses, 29. Alors, qu'est-ce qu'on peut éliminer d'abord on peut éliminer facilement B et C parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas d'attribut priorité et de toute façon, on ne peut pas aller poller sur base d'un attribut. On ne peut pas poller une queue non plus sur base d'un tag, donc C est éliminé pour la même raison. D est à éliminer également, et donc la bonne réponse était A. Pourquoi D est à éliminer? Parce que quand on polle une queue, on ne peut pas donner 2 noms de queue et SQS ne va pas aller chercher dans l'un versus l'autre. C'est à vous de le faire, à vous de le programmer. Et la manière de le programmer, c'est avec 2 queues, et donc votre application va chercher les messages dans la queue High Priority d'abord, avant d'aller chercher dans la Low Priority. Donc félicitations aux 34% d'entre vous qui ont répondu la réponse A. Félicitations à Jérémy qui est en tête maintenant avec 30 points, Olivier 27 et Fix 23. Attention cependant, j'ai quand même un caveat sur cette réponse-là. Si vous faites ça dans la vraie vie et que vous programmez votre application pour aller toujours regarder sur la queue High Priority et ne checker la queue Low Priority que quand il n'y a pas de message dans la High Priority, vous risquez de ne jamais traiter les messages Low Priority. Imaginez un scénario où votre queue High Priority reçoit continuellement des messages et donc votre application va aller chercher toujours les messages sur High Priority sans jamais aller regarder dans Low Priority. Donc dans la vraie vie, si vous implémentez une architecture comme ça, prévoyez un circuit breaker, comme on dit, prévoyez une route de sortie pour quand même de temps en temps aller regarder s'il n'y a pas des messages low priority à traiter. Ça peut dépendre des fonctions business. Vous pourriez avoir un business case où non, il n'y a que les messages high priority qu'on traite et les low priority, tant pis, on les laisse expirer. C'est parfaitement valide pour certaines applications, donc ça dépend vraiment de votre application. Mais en général, dans la plupart des applications, même si un message est low priority, vous devez le traiter et donc pensez à aller chercher, je ne sais pas, soit sur une base de temps, soit une fois tous les 10 messages high priority, vous allez voir s'il n'y a pas un low priority. Enfin, il y a différentes manières d'adresser ce design en fonction des besoins de votre application. Mais donc, telle quelle la réponse, pour moi, peut introduire un bug dans votre application qui est de jamais traiter les messages à basse priorité. 7e question, sur Amazon S3, vous remplacez des legacy serveurs SFTP avec le nouveau AWS Transfer for SFTP. Et chaque fois qu'un fichier est uploadé par SFTP, vous voulez déclencher une fonction lambda qui traitera le fichier. Comment allez-vous traiter cela? Comment allez-vous configurer cela? En configurant AWS Transfer for SFTP pour utiliser lambda, en configurant Amazon S3 Event pour déclencher AWS lambda, créer un CloudWatch Event Trigger sur le bucket S3 pour déclencher la fonction lambda, ou tourner la fonction lambda à intervalles réguliers pour les nouveaux fichiers. Simon, merci, c'est gentil de donner les réponses dans le chat, mais si tu veux participer au quiz, tu peux te connecter sur l'interface web myquiz.org/p/082283.
La réponse peut être un peu perturbante, en tout cas la manière dont elle est énoncée. Euh, et il y a moyen d'être perturbé. 28 et 29. Alors qu'est-ce qu'on peut éliminer? On peut éliminer A, parce qu'il n'y a pas moyen de déclencher un trigger lambda à partir d'AWS Transfer for SFTP. Donc A, on élimine. Qu'est-ce qu'on va éliminer d'autre? On va éliminer D, euh, parce que c'est pas efficace. Imaginez que vous n'ayez pas de fichier qui arrive pendant plusieurs heures, jours. Vous auriez quand même cette fonction lambda qui va se déclencher, que vous allez devoir payer, etc. Donc techniquement ça marcherait, mais c'est pas efficace, c'est pas élégant. Et ça générerait un peu de facturation qui n'est pas nécessaire. Pourquoi est-ce qu'on élimine C et pourquoi est-ce que B est la bonne réponse? Parce que dans C, on dit créer un Amazon CloudWatch Event Trigger sur le bucket. Et de nouveau, à ma connaissance, il n'y a pas moyen de déclencher un event sur le bucket. On peut déclencher des events sur des fichiers quand ils sont uploadés, modifiés, effacés, mais pas sur un bucket. Et donc, c'est la réponse B qui est d'utiliser S3 Events pour déclencher une fonction lambda. Donc, globalement, chaque fois qu'il y aura un événement qui va se passer sur Amazon S3, votre fonction lambda sera déclenchée. Cet événement, ça peut être l'arrivée d'un nouveau fichier, l'effacement, la modification d'un fichier. Donc la réponse B était la bonne. Jérémy en tête à 38 points, suivi talonné d'Olivier 32 et D Dev Pro à 30 points. Identity Management, vous créez un website qui va être utilisé par des milliers d'utilisateurs. Comment est-ce que vous implémentez l'authentification pour ces utilisateurs? Vous créez un utilisateur IAM pour chaque utilisateur de votre site web et vous assignez un username et password pour chaque utilisateur. Vous créez un IAM user pour chaque user de votre site web, mais vous lui assignez un access key, une secret key. Vous utilisez Secret Manager pour manager les mots de passe de vos utilisateurs. Ou vous utilisez, réponse D, Amazon Cognito pour authentifier les utilisateurs sur un pool Amazon Cognito. Waouh, presque tout. On dirait que la solution est évidente, parce qu'il reste plus d'une minute et toutes les réponses sont là. Donc bravo à vous. Enfin, bravo, on verra les résultats. Qu'est-ce qu'on peut éliminer? A et B, évidemment. On ne gère pas les end-users, les utilisateurs business avec IAM. IAM, c'est uniquement les gens qui doivent avoir accès à l'API d'AWS. Pour schématiser, on peut dire ceux qui doivent avoir accès à la console, même si ce n'est pas nécessairement la console. Ah, tiens, on a 31 maintenant, donc pour les deux derniers, vous aviez déjà entendu qu'on pouvait éliminer A et B, je vous ai un peu aidé. Donc IAM n'est pas une solution de gestion de vos utilisateurs, de vos applications business, c'est une solution de gestion des utilisateurs qui ont accès à la console, qui ont accès à la ligne de commande, les gens qui peuvent toucher votre infrastructure, donc typiquement les développeurs, les sysadmins, les DevOps, etc. Donc vous oubliez A et B. Utiliser Secret Manager pour stocker des passwords, c'est pas en soi une mauvaise idée, et on fait ça pour les bases de données, typiquement, si votre application a besoin d'un password pour se connecter à une base de données relationnelle, Secret Manager est probablement le bon endroit pour aller stocker ce mot de passe-là, mais pas pour les user business, et donc la bonne réponse c'est Cognito, Cognito qui est un service entièrement géré pour manager les utilisateurs. Si on doit résumer, on pourrait dire que c'est une énorme base de données sécurisée, entièrement gérée par nous, pas d'instance EC2 à gérer ou de base de données à gérer de votre côté pour stocker des profils d'utilisateurs, des usernames, des passwords. Et en plus, on supporte le single sign-on, on supporte des écrans d'authentification dans vos applications web ou mobiles. Donc regardez Amazon Cognito, mais vous étiez 90% à avoir la bonne réponse. Dernière question, VPC Multicast, qui est nouveau depuis novembre. Vous devez migrer une application legacy sur EC2 qui utilise du multicast réseau pour communiquer entre les serveurs. Comment vous implémentez cela dans Amazon VPC? Vous mettez toutes les instances qui doivent communiquer entre elles dans le même placement group. Réponse B, vous créez une transit gateway avec un domaine multicast. Réponse C, vous rajoutez une entrée dans la table de routage du subnet pour envoyer le trafic multicast dans le même réseau. Ou D, multicast n'est pas disponible sur
Amazon VPC. Je vous ai donné un indice en lisant la réponse, en lisant la question en tout cas. Petit check ici. Vous êtes 50 personnes connectées à regarder le stream. Merci pour cela. Je crois que ça répond à ma question. On en fera un la semaine prochaine. Allez, il reste une minute. Et 5 réponses encore à venir. Ceux qui ont passé le test, une certif, donnez-moi dans le chat l'indication du temps. Est-ce que 2 minutes, c'est représentatif du temps qu'on a pour un examen? Je crois qu'on a un peu plus de temps que ça dans un examen. Alors, quelle est la dernière question? Olivier, tu as 37 points, Jérémy 45, donc ça ne va pas être possible de le rattraper. Donc c'est Jérémy qui sera le gagnant de ce quiz, quoi qu'il arrive. En revanche, la deuxième place et la troisième, tout peut se jouer dans les secondes qui viennent. Non, parce que vous avez déjà répondu. Donc, quelle est la bonne réponse ici? C'est la réponse B et quelques petites explications pour la réponse B. Donc un placement group, c'est un groupe de placement en français, donc ça nous dit de placer des machines virtuelles proches l'une de l'autre. Typiquement, elles vont être sur le même rack ou sur le même host physique. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir des applications qui ont besoin d'extrêmement faible latence, et donc ça vous permet de donner des indications de placement pour s'assurer qu'il n'y ait pas une instance à un bout du data center et l'autre à l'autre bout. Non pas qu'on ait beaucoup de latence dans nos data centers, c'est en quelques millisecondes, mais parfois la dernière petite milliseconde, elle compte, et donc vos virtual machines doivent être vraiment physiquement proches l'une de l'autre, et donc ça c'est le placement group. Rajouter une entrée dans la table de routage pour renvoyer le trafic sur le même subnet. Ouais, le gars qui a écrit la réponse là, et il en avait de la bonne. Multicast n'est pas disponible dans Amazon VPC. Cette réponse était correcte jusqu'en novembre, puisque nous avons annoncé à reInvent, la conférence la première semaine de décembre l'année passée, que nous supportons Multicast. Et comment on le supporte? Grâce au Transit Gateway, justement, qui peuvent être configurés pour supporter Multicast. Donc c'était la bonne réponse, et vous êtes la moitié d'entre vous à avoir répondu ça. Félicitations à Jérémy. Normalement, de l'écran suivant, on va voir un petit feu d'artifice. À du 59 avec 40 points, DDF Pro qui s'est bien maintenu pendant tout le quiz à 40 points, AWS Pro 37, Olivier 37, j'ai pas les autres, on va peut-être avoir le leaderboard sur le suivant. Merci à tous d'avoir participé à ce quiz. Ah ben voilà, là vous avez tous les résultats, non les 10 premiers seulement, les 10 premiers. Donc bravo à tous d'avoir participé à ce quiz. Merci pour vos feedbacks et vos commentaires dans le chat. Vu le nombre que vous étiez pour participer, vous étiez 50 et vous êtes resté 50 jusqu'au bout, plutôt 31 à jouer, ben c'est clair qu'on va le refaire la semaine prochaine. Donc rendez-vous vendredi prochain à 4h, 16h, heure de Paris, ajusté pour votre time zone, et je vous refais ça sur 16h, 16h30, 16h40, ça dépend du temps qu'on met. Si vous avez des feedbacks autres que ceux qui ont été mis dans le quiz, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez ça sur mon Twitter, de ce côté-là, Sebsto, SEBSTO, et je lis les messages. Et puis, ben voilà, passez un bon week-end, restez en sécurité, restez chez vous. Bon week-end et à très bientôt sur Twitch vendredi prochain, 4h. Bye bye.